Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. J'essaie d'atteindre 1000 abonnés, une étape très importante pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais une grande motivation pour continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Les navires de guerre sont arrivés un mardi matin, et personne n'était prêt pour eux. Ils ne sont pas arrivés en silence. 40 navires sont sortis du voyage supraluminique au même moment, apparaissant en orbite terrestre comme un mur de fer sombre. Chaque navire était énorme. Le plus petit mesurait 3 fois la taille de n'importe quel porte-avions humain. Ils n'avaient pas de lumière sur leurs trous, pas de signaux, pas de drapeau. Ils sont simplement apparus et sont restés là, lourds et silencieux, comme une phrase écrite dans une langue qui ne signifiait qu'une chose. Les gens au sol les ont vus d'abord à travers des télescopes, puis à travers des caméras de télévision, puis à travers les fenêtres de leur maison, alors que le ciel du matin prenait une légère ombre qu'ils n'avaient jamais portée auparavant. Les enfants ont pointé du doigt, les adultes ont arrêté de marcher, la circulation s'est arrêtée, la planète entière a semblé prendre une longue inspiration et la retenir. Le message est arrivé 11 minutes plus tard. Il n'est pas passé par les canaux officiels. Il n'est pas passé par aucun signal que les agences spatiales humaines surveillaient. Il est arrivé partout à la fois. Télévision, téléphone, radio, ordinateur, écran public et place de ville de New York à Nairobi. Chaque appareil sur Terre portait la même voix au même moment, parlant un anglais plat et parfait. Peuple de ce monde, vous êtes maintenant sous l'autorité de l'Empire Vorkai. Vous avez 72 heures pour diffuser votre reddition complète. Après ce délai, nous commencerons à détruire vos villes, en commençant par les plus grandes et en descendant. Il n'y aura pas de second message. Il n'y aura pas de négociation. C'est la seule communication que vous recevrez. Puis le silence, comme ça. 72 heures. Pas de place pour les questions. Aucun nom donné, aucun visage montré. Juste un compte à rebours qui a commencé au moment où le message s'est terminé. Et 40 navires de guerre assis dans le ciel pour s'assurer que tout le monde comprenait que c'était réel. L'amiral Dale Cooper était à Washington lorsque le message a été diffusé. Il était en réunion sur les allocations budgétaires, ce qui a soudainement semblé être la chose la moins importante qui soit jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Il s'est levé, a redressé sa veste et est sorti de la pièce sans un mot. Son aide était déjà au téléphone derrière lui, et au moment où Dale a atteint le couloir, le bâtiment changeait déjà d'énergie. Des portes s'ouvraient, des gens bougeaient vite, des voix baissaient, comme ils le font quand la situation est trop grave pour le bruit. Il était dans la salle de crise sous le Pentagone dans l'heure. La pièce était pleine. Des généraux et des officiers supérieurs se tenaient le long des murs, car les chaises étaient déjà prises. Des scientifiques de 3 agences différentes avaient été connectés via des liens vidéo sécurisés. 2 sénateurs étaient assis dans un coin, l'air pâle. Tout le monde parlait jusqu'à ce que Dale entre. Et puis, tout le monde s'est arrêté. Il s'est assis, a regardé l'écran montrant la flotte en orbite et a dit « Dites-moi ce que nous savons ». Le lieutenant Nina Park s'est avancée. Elle était jeune pour la pièce, mais personne n'a remis en question sa présence, car elle était la meilleure qu'ils aient en matière d'analyse de contacts extraterrestres. Elle était éveillée depuis 20 heures déjà, et cela se voyait dans ses yeux, mais sa voix était ferme. « L'espèce s'appelle les Vorkai, dit-elle. Nous avons eu des contacts limités auparavant. 3 rencontres au cours des 9 dernières années, toutes brèves, toutes non hostiles à l'époque. Ils sont plus grands que les humains, la taille moyenne proche de 3 mètres. Ils ont une hiérarchie stricte. Chaque décision dans leur armée, d'un ordre de patrouille mineur à une attaque planétaire complète, vient d'une seule source. Le roi, dit Dale. Leroy Cherish-Tres, confirma Nina. Il est personnellement sur le navire de tête. Cela est confirmé par la signature énergétique du vaisseau. Elle correspond au profil du transporteur de commandement royal que nous avons identifié lors du 2e contact, il y a 7 ans. Il n'envoie pas d'autres faire ce qu'il considère comme un travail important. Il est venu lui-même. Qu'est-ce que cela nous dit ? Na, réfléchis un instant. Cela nous dit qu'il ne s'attend pas à des difficultés. Il est venu observer. Dans la culture Vorkai, le roi assiste à la soumission d'un nouveau monde en personne. C'est une cérémonie pour eux. Man, 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 man. Quelqu'un près du fond de la pièce a dit « Il est venu nous regarder nous rendre. Na n'a pas adouci les choses. » Oui. La pièce fut silencieuse un moment. Puis, un général nommé Owens, un homme large avec des cheveux gris aux tempes, se pencha en avant. « Et nos armes ? Les missiles ? Pouvons-nous les atteindre ?» Na secoua la tête. « Nous avons tenté 3 lancements simulés dans les 30 premières minutes. Leur bouclier absorbe l'énergie dirigée et dévient les projectiles physiques à distance.
notre meilleur missile n'atteindrait pas la coque. Nos chasseurs seraient détruits avant d'atteindre une distance utile. Donc, nous ne pouvons pas les frapper. Pas avec quoi que ce soit que nous ayons actuellement en orbite ou au sol. Un autre silence. Plus long, cette fois. Dale regarda l'horloge du compte à rebours que quelqu'un avait mise sur l'écran secondaire. 71h44. Il pensa aux 40 navires. Il pensa à un roi qui était venu personnellement assister à la cérémonie. Il pensa à une hiérarchie où chaque ordre coulait d'un point. Une seule source, dit-il doucement, presque à lui-même. Puis, plus fort, si le roi ne peut pas donner d'ordre, qu'arrive-t-il à la flotte? Na le regarda attentivement. Les commandants Vorkai ne sont pas formés à la prise de décision indépendante. Tout leur système est construit autour de la réception d'instructions d'en haut. Sans le roi donnant des ordres directs, ils ne sauraient pas s'ils doivent attaquer ou tenir. Ils attendraient des directives qui ne viendraient pas. Combien de temps attendraient-ils? Assez longtemps, dit Na. Dale hocha lentement la tête. Il regarda autour de la pièce, les généraux et les sénateurs et les scientifiques sur les écrans. Aucun d'entre eux n'allait aimer ce qu'il était sur le point de dire. Il le dit quand même. Je veux le colonel Redunard dans cette pièce. Faites-le venir en avion maintenant, et dites-lui d'amener toute son équipe. Quelques personnes échangèrent des regards. La plupart d'entre eux connaissaient le nom. Quelques-uns d'entre eux avaient vu, sous une forme fortement caviardée, ce que l'équipe de Redunard avait fait dans des situations qui n'étaient pas censées être possibles. L'un des sénateurs ouvrit la bouche pour poser une question et sembla ensuite décider, en regardant l'expression de Dale, que la question pouvait attendre. Redunard a été trouvé sur une base dans le Nevada, effectuant des exercices dans le noir avec son équipe, comme il le faisait souvent lorsqu'il n'y avait rien de spécifique à faire et trop d'énergie pour rester immobile. Il a pris l'appel, a écouté sans parler pendant 90 secondes, a dit, compris et a raccroché. Puis il s'est tourné vers son équipe de 6 personnes et a dit « Emballés pour le froid et la gravité zéro, nous partons dans 20 minutes. » Aucun d'eux n'a demandé où ils allaient. Ils avaient appris au fil des années que la destination était rarement la partie qui comptait. Ce qui comptait, c'était le travail une fois arrivé. L'avion était déjà sur la piste lorsqu'ils sont arrivés. Moteur en marche, pas de lumière à l'extérieur. Ils sont montés à bord en silence. La porte s'est fermée. L'avion a décollé. Au-dessus d'eux, invisibles dans le ciel sombre, 40 navires de guerre attendaient qu'une planète se rende. En dessous d'eux, 6 personnes pensaient déjà à comment faire en sorte que cela n'arrive pas. Le compte à rebours indiquait 71h02. C'était suffisant. Redunard n'était pas ce que la plupart des gens attendaient lorsqu'ils entendaient le mot soldat. Il n'était pas grand. Il n'était pas bruyant. Il ne remplissait pas une pièce de présence comme le faisaient les généraux. Il était mince et silencieux, avec un visage qui semblait avoir vu trop de soleil et pas assez de sommeil, et des yeux qui bougeaient lentement, mais ne manquaient rien. Il buvait son café froid parce qu'il l'oubliait toujours. Il ne portait pas de médaille quand il n'avait pas à le faire. Il avait l'habitude de se tenir légèrement à l'écart de n'importe quel groupe dans lequel il se trouvait. Jamais tout à fait au centre, toujours à regarder les bords. Il est entré dans la salle de crise à 4 heures du matin, à regarder l'écran montrant la flotte Vorkai et n'a rien dit pendant presque 1 minute entière. Dale a attendu. On lui avait dit que Redunard valait la peine d'attendre. Finalement, Ray s'est détourné de l'écran et a regardé Nena. « Vous avez dit que le roi est personnellement sur le navire de tête. » « Oui, » dit Nena. « Et sans lui, la flotte stagne. » D'après tout ce que nous savons de la structure de commandement Vorkai, oui, ils ne sont pas faits pour l'action indépendante. Le système fonctionne par le haut. Retirez le sommet, et le système ne sait pas quoi faire de lui-même. Ray hocha une fois la tête. « Montrez-moi le navire. » Na a rassemblé tout ce qu'ils avaient. Scan extérieur, relevé d'énergie, profil structurel du dossier de contact vieux de 7 ans. Ray l'a étudié sans rien toucher, juste en regardant. Ses yeux parcouraient les données. La façon dont une personne lit une page qu'elle a déjà lue et vérifie quelque chose qu'elle a manqué. Puis il a dit « Il y a une impulsion de synchronisation. » Na a cligné des yeux. « Comment avez-vous fait ?» Chaque flotte, qui coordonne le timing des boucliers, utilise une impulsion de synchronisation. C'est le seul moyen de maintenir 40 navires alignés sur le même cycle défensif. L'impulsion réinitialise les capteurs et cycle les boucliers. Elle crée une fenêtre. Du vient. Il la regarda. Combien de temps dure la fenêtre? Na a sorti les données du signal qu'elle n'avait pas encore présenté à personne. Elle avait trouvé le schéma d'impulsion il y a 2 heures et essayait de comprendre quoi en faire. 9 secondes, dit-elle, toutes les 4 heures.
La pièce était très silencieuse. 9 secondes, dit quelqu'un du fond. Et la façon dont il l'a dit rendait clair qu'il pensait que 9 secondes n'était pas un chiffre utile. Ray ne semblait pas partager cette opinion. Il a sorti une chaise, s'est assis et a regardé Dale. « J'ai besoin de mon équipe, d'une capsule furtive, et de celui qui a construit votre meilleur système de pince de coque. Et j'ai besoin de 6 heures avec Nena pour parcourir tout ce qu'elle a sur l'agencement intérieur de ce navire. » Dale se pencha en avant. « Vous parlez d'aborder ce navire. Je parle de s'attacher à ce navire pendant une fenêtre de 9 secondes. Entrer avant que les boucliers ne se remettent en place, se déplacer dans l'intérieur sans être vu, atteindre le roi, le mettre hors d'action sans le tuer, et le ramener. » Ri l'a dit comme quelqu'un décrit un trajet à l'épicerie. Simple, factuel, sans drame. Ensuite, nous négocierons à partir d'une position qu'il n'attendait pas. L'un des généraux, un homme nommé Owens, a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire. 6 personnes contre un navire de guerre entièrement armé, avec 800 soldats à bord. 800 soldats qui n'ont jamais eu à défendre leur roi depuis l'intérieur de leur propre navire. Rye a dit que leur posture défensive entière est tournée vers l'extérieur. Ils surveillent les missiles et les chasseurs qui arrivent vers eux depuis l'espace. Ils ne surveillent pas leur propre couloir de maintenance. Owens le fixa. « Vous n'avez même pas encore vu l'agencement intérieur. » « Non, » accepta Ri. « Mais chaque navire a des couloirs de maintenance. Et les couloirs de maintenance sont toujours construits pour les plus petites choses qui doivent s'y déplacer. Câbles, tuyaux, ventilation, pas des soldats. Certainement pas des soldats de 3 mètres de haut. » Il regarda Nena. « Ai-je tort ?» Nena a de nouveau sorti le profil structurel et l'a étudié un moment. Puis lentement, elle secoua la tête. Le cadre Vorkai mesure en moyenne 8 mètres. Les tunnels d'accès de maintenance standard dans cette classe de navire sont construits avec une garde de 4 mètres. Un humain pourrait s'y déplacer. Un soldat Vorkai ne pourrait pas suivre. La pièce a changé. C'était un petit changement, un changement dans la qualité du silence, la façon dont les gens se tenaient. La chose qui semblait impossible il y a 30 secondes était devenue autre chose. Pas facile, pas sûr, mais possible. Et possible était un pays complètement différent. Rye a présenté son équipe une par une, non pas parce que la pièce avait besoin de connaître leur nom, mais parce qu'il voulait qu'ils soient debout et présents, et déjà partie prenante de la conversation. Calvin Ojai avait passé 11 ans à travailler dans la construction en apesanteur sur des plateformes orbitales. Il pouvait se déplacer dans le vide comme la plupart des gens se déplacent sur un sol plat naturellement, sans y penser, faisant de petits ajustements constants sans effort. C'est lui qui attacherait la capsule à la coque en 9 secondes. Le Natores pouvait lire la technologie extraterrestre, non pas parce qu'elle avait étudié spécifiquement les Vorkai, mais parce qu'elle avait un esprit qui regardait des systèmes inconnus et trouvait la logique sous-jacente. Chaque système avait une logique. Elle la trouvait juste plus rapidement que quiconque. Derek Shaw était médecin et analyste structurel. Il pouvait regarder un mur et vous dire ce qu'il y avait derrière. Il pouvait maintenir quelqu'un en vie dans des conditions qui n'auraient pas dû supporter la vie. Il avait une cicatrice de brûlure sur son avant-bras droit, souvenir d'un travail sur lequel personne n'aurait jamais écrit de rapport. Petra Novak avait appris 11 langues avant ses 20 ans. Depuis, elle en avait ajouté 4 autres qui n'étaient pas humaines. Elle ne pouvait pas parler le Vorkai couramment, mais elle le comprenait assez bien pour suivre une conversation en temps réel, ce qui était le plus important. Freddie Grant était le plus difficile à expliquer. Son dossier officiel indiquait comme spécialité l'infiltration et l'entrée, ce qui était exact, mais incomplet. La description la plus précise était que Freddy pouvait entrer dans des endroits où il n'était pas censé entrer. Serrures, portes, systèmes scellés, pièces gardées. Il les abordait tous avec la même expression détendue, comme si l'obstacle n'avait pas encore compris qu'il allait perdre. Ray lui-même était la dernière introduction. Il ne se décrivait pas. Il disait simplement « Je forme l'équipe et je prends les décisions sur le terrain. Quoi qu'il arrive à l'intérieur de ce vaisseau, les décisions sont les miennes. » Dale les regarda tous les 6 pendant un long moment. Puis il regarda l'horloge de compte à rebours. 68 heures et 14 minutes. « De quoi avez-vous besoin ?» dit-il. Ri sortit une liste manuscrite. Elle n'était pas longue. Liste. Ri. Liste. 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 Liste.
liste, 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 liste. Les articles étaient spécifiques et inhabituels. Et dans 2 cas, nécessitaient des appels téléphoniques à des installations qui n'étaient pas censées exister officiellement, mais tout sur la liste était réel, et tout pouvait être prêt dans les 12 heures. Encore une chose, dit Rai, pliant la liste et la faisant glisser sur la table. Quand nous ramènerons le roi, j'aurai besoin de quelqu'un prêt à lui parler. Pas un général, pas un politicien qui veut faire un discours. Il regarda autour de la pièce, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur une femme près de la porte, qui n'avait pas parlé une seule fois pendant tout le briefing, mais qui avait écrit constamment dans un carnet tout ce temps. Elle, dit-il. Tout le monde regarda la femme. Elle s'appelait Carol Webb. C'était une spécialiste des contacts diplomatiques qui avait passé 20 ans à négocier dans des situations où l'autre partie ne voulait pas négocier. Carol leva les yeux de son carnet, croisa le regard de Ray et hocha la tête une fois. C'était suffisant. L'équipe se mit au travail. L'horloge continuait de tourner, et quelque part au-dessus d'eux, un roi attendait dans son vaisseau qu'un monde se brise. La capsule furtive était de la taille d'une grande fourgonnette et peinte d'un noir, qui semblait manger la lumière plutôt que de la refléter. Elle n'avait pas d'armes, pas de moteur assez puissant pour un combat. Elle avait une seule mission. Se déplacer rapidement en ligne droite, attachée à une surface, et disparaître de tous les capteurs qui tentaient de la trouver. Les ingénieurs qui l'avaient construite avaient passé 3 ans sur le seul revêtement. Il absorbait les radars, dispersait les lectures thermiques et déviait les signaux basse fréquence autour de lui, comme l'eau autour d'une pierre. Contre un système de détection humain, elle était effectivement invisible. Contre un système de détection Vorail, ils allaient le découvrir. Rai se tenait dans la baie de lancement et la regarda pendant un long moment. Puis il regarda son équipe. Ils étaient déjà équipés. Combinaison de pression légère, pas d'armure, rien d'encombrant. L'armure les aurait fait se sentir plus en sécurité. Elle les aurait aussi rendus plus lents. Et dans les tunnels de maintenance d'un vaisseau de guerre Vorkay, plus lent était un mot qui menait à d'autres mots plus graves. Calvin effectua une dernière vérification du système de fixation de la capsule. 4 ancrages magnétiques sur des bras extensibles, calibrés pour tirer, et se verrouiller dans les 2 secondes suivant le contact. Il l'avait testé 600 fois au cours des 10 dernières heures. Il n'était pas nerveux. C'était le genre de personne qui traitait l'incertitude en la transformant en répétition, jusqu'à ce que la répétition devienne certitude. Le Na parcourait une fois de plus les schémas du vaisseau sur un petit écran monté sur son avant-bras gauche. La disposition intérieure était incomplète. Ils avaient des profils structurels et des lectures d'énergie, mais pas une carte complète. Il y avait des sections qui apparaissaient comme des espaces vides, ce qui signifiait soit un stockage vide, soit quelque chose que le scan ne pouvait pas pénétrer. Elle avait marqué ces sections en rouge sur son écran et mémorisé où chacune se trouvait. Derek vérifia sa trousse médicale pour la 3e fois. Parmi les fournitures standards, se trouvait un ensemble de cartouches de sédation développées spécifiquement pour la physiologie Voray au cours des 8 dernières heures par une équipe de xénobiologistes travaillant sur les données biologiques de contacts précédents. La dose avait été calculée pour un être de la taille et du poids enregistré de Jarrick. Elle le rendrait inconscient en moins de 12 secondes et le maintiendrait endormi pendant environ 4 heures. Les xénobiologistes avaient été très clairs à ce sujet et Ray avait été très clair sur le fait que Claire n'était pas assez claire et qu'ils avaient vérifié à nouveau. Petra était assise tranquillement, les yeux fermés, faisant défiler des schémas de phrases Voray dans sa tête. Elle n'aurait pas besoin de parler beaucoup à l'intérieur du vaisseau. Elle avait besoin d'écouter pour rattraper un ordre avant qu'il ne soit exécuté. Entendre un programme de patrouille pour comprendre un avertissement avant qu'il ne devienne un problème. Freddy mangeait un sandwich. Rai le regarda. Freddy haussa les épaules. « Je travaille mieux quand je n'ai pas faim. » Ray ne discuta pas. En 14 ans de travail avec Freddy Grant, il avait appris que les méthodes de l'homme étaient étranges, et ses résultats ne l'étaient pas. C'était un compromis qui valait la peine d'être accepté. La fenêtre était à 2h47 du matin, heure du vaisseau. L'impulsion de synchronisation tirerait exactement à ce moment-là. Et, pendant 9 secondes, les boucliers cycleraient et les capteurs se réinitialiseraient. Et l'espace entre la baie de lancement et la coque du vaisseau du roi seraient les 9 secondes les plus dangereuses que chacun d'eux ait jamais vécues. Ils sont montés dans la capsule à 2h30. Rai a passé le plan une dernière fois, non pas parce que quelqu'un l'avait oublié, mais parce que le dire à voix haute le rendait réel d'une manière que la pensée n'en faisait pas. Kelvin nous attache dans la fenêtre.
nous attache dans la fenêtre. Le Na trouve un point d'entrée dans la coque, une trappe de service, un port d'échappement, n'importe quoi qui s'ouvre de l'extérieur. Derek nous maintient en bonne santé. Petra écoute. Freddy ouvre ce qui doit être ouvert. Je prends les décisions. Il fit une pause. Nous n'engageons pas de soldats sauf s'il n'y a pas d'autre choix. Nous nous déplaçons autour d'eux. Nous utilisons les tunnels. Nous atteignons le roi. Nous le mettons sous et nous le sortons de la même manière que nous sommes entrés. Propre, silencieux, personne ne meurt. Et si quelque chose tourne mal, demanda Calvin. Pas avec peur, juste pratiquement. Quelque chose tournera mal, dit Ri. Ça arrive toujours. Quand ça arrive, nous réfléchissons, nous nous adaptons et nous continuons d'avancer. Nous n'arrêtons pas. S'arrêter est la seule chose qui vous tue vraiment. Freddy termina son sandwich. À 2h46, la capsule a décollé. L'accélération les a tous plaqués contre leur siège pendant les 4 premières secondes. Puis, Calvin a coupé le moteur entièrement, et ils ont glissé en silence, et dans l'obscurité, vers le vaste flanc noir du vaisseau du roi. Pas de moteur signifiait pas de signature thermique. Pas de signature thermique signifiait rien pour les capteurs thermiques Voré à trouver. Ils étaient un rocher dans l'espace, tombant vers un mur de fer. À 2h47, l'impulsion de synchronisation a tiré. Les mains de Calvin ont bougé. Les ancrages se sont étendus. La capsule a pivoté de 3 degrés sur son axe latéral pour compenser l'angle d'approche. La coque est montée rapidement, remplissant entièrement l'écran avant, assez près pour voir les lignes de blindage individuelles et les évents thermiques et les marques laissées par tout ce que le vaisseau avait traversé sur son chemin vers la Terre. Contact. Les pinces ont tiré. 4 impacts solides, l'un après l'autre, moins d'1 seconde entre eux. La capsule a tremblé et a tenu. 2 secondes plus tard, les boucliers sont revenus. La capsule était à l'intérieur maintenant. Ray laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Autour de lui, 5 autres personnes firent de même. Pas tout à fait ensemble, chacun selon son propre programme privé de soulagement. « Bonne entrée », dit-il à Calvin. Calvin hocha la tête et ne dit rien. Ses mains étaient très stables. Lena scannait déjà toute la surface autour d'eux. Il lui fallut 4 minutes pour trouver ce qu'elle cherchait. Un panneau d'accès de service à 3 mètres sur la gauche, sécurisé par une serrure mécanique conçue pour être ouverte de chaque côté, avec le bon outil. Freddy se déplaça le long de la coque avec ses bottes magnétiques, regarda la serrure pendant 10 secondes et l'ouvrit avec un petit outil de son gilet qui n'avait pas été conçu pour les serrures Vorkay, mais qui fonctionna quand même, parce que les serrures, Freddy l'avait dit une fois, étaient toutes la même conversation dans des langues différentes. La trappe s'ouvrit vers l'intérieur. De l'air chaud sortit, portant l'odeur de l'atmosphère recyclée et quelque chose de légèrement métallique. Ray ferma la trappe derrière lui. Ils étaient à l'intérieur. Le couloir au-delà du point d'accès était bas et étroit, exactement comme l'analyse de Na l'avait prédit, construit pour l'équipement de maintenance et les passages de câbles, pas pour l'équipage. Un soldat Voré aurait dû ramper à 4 pattes pour s'y déplacer. Pour les 6 humains, c'était étroit, mais passable. Ils se déplaçaient en file indienne, Lena devant avec son scanner, Ray à l'arrière, regardant d'où il venait. L'air était froid. Le tunnel était sombre, à l'exception de la faible lueur bleue des voyants sur les câbles qui couraient le long des murs. Quelque part au-delà des murs, ils pouvaient entendre le bourdonnement profond des systèmes du vaisseau, le son constant de travail d'une machine qui ne dormait jamais. Petra leva un poing. Tout le monde s'arrêta. Elle pointa du doigt le mur à leur droite. À travers lui, étouffé mais assez clair, venait le son de voix Vorkay. Une patrouille se déplaçant dans le couloir principal de l'autre côté du panneau, à environ 2 mètres de distance, complètement inconsciente. Personne ne bougea. Personne ne respira bruyamment. Les voix passèrent et s'estompèrent. Ri toucha l'épaule de Petra. Elle leva 2 doigts. Doigts. 2 soldats s'éloignant, ne revenant pas bientôt. Il hocha la tête et fit signe d'avancer. Ils continuèrent à s'enfoncer dans le vaisseau, vers le pont du trône, vers le roi, qui était venu regarder un monde se rendre, et n'avait aucune idée que 6 petites personnes, silencieuses et absolument déterminées, étaient déjà à l'intérieur de ces murs. Les tunnels de maintenance continuaient longtemps. Ils se déplaçaient lentement et prudemment, s'accroupissant là où le plafond baissait, enjambant d'épais faisceaux de câbles qui couraient le long du sol, comme les racines d'un vieil arbre. Les murs étaient chauds par endroits et froids par d'autres, selon ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Le Na continuait de faire bouger son scanner en petits arcs, lisant la disposition devant eux, ajustant leur route chaque fois qu'elle captait un mouvement
ou des signatures thermiques au-delà des panneaux. 2 fois, ils s'arrêtèrent complètement parce que Petra entendit des voix à proximité. Une fois, ils restèrent immobiles pendant 4 bonnes minutes, pendant qu'une patrouille allait et venait dans le couloir juste au-delà du mur. Les lourds pas des soldats voraires étaient assez forts pour être ressentis à travers le sol. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Ils attendaient simplement, pressés, contre les murs du tunnel étroit, jusqu'à ce que les pas s'éloignent enfin et que le silence revienne. Ray regardait son équipe pendant ces attentes. C'était le moment qui séparait les gens qui étaient bons dans ce travail de ceux qui ne l'étaient pas. Pas l'action, l'attente. L'action était bruyante et rapide, et elle portait sa propre énergie qui vous faisait avancer. L'attente était silencieuse et lente, et elle donnait trop de place à votre esprit pour penser à tout ce qui pouvait mal tourner. Calvin regardait droit devant lui, sans rien voir. Lena gardait les yeux sur son scanner. Derek avait les yeux fermés, pas endormi, juste immobile. Petra suivait les sons à travers le mur avec une concentration totale. Freddy avait l'air ennuyé. Ce que Ray avait décidé il y a longtemps était simplement la façon dont le visage de Freddy gérait la pression. Ils étaient à 40 minutes à l'intérieur du vaisseau lorsque Lena s'arrêta et pointa du doigt son écran de scanner. Ray s'approcha d'elle et regarda. L'écran montrait leur position actuelle et la section qu'elle avait cartographiée autour d'eux. Directement au-dessus d'eux, 2 niveaux plus haut, se trouvait un grand espace ouvert que le scanner lisait comme un haut plafond et chaud avec une seule signature thermique concentrée au centre, significativement plus grande que les signatures de patrouille qu'ils avaient suivies. Ray regarda Lena. Elle hocha la tête. Le roi. Le problème était de monter 2 niveaux par le système de maintenance sans sortir dans un couloir ouvert. Lena étudia la carte du tunnel pendant 3 minutes, traçant des itinéraires possibles du doigt juste au-dessus de l'écran, sans le toucher. Puis, elle le trouva. Un puits de service vertical utilisé pour faire passer les câbles d'alimentation entre les ponts. Assez large pour un humain, équipé de barreaux métalliques sur un mur pour que les techniciens puissent grimper. Il allait de leur niveau actuel tout droit vers le haut, passant devant les 2 étages qu'ils devaient traverser, et débouchait sur un espace de rampement juste sous le plancher du pont du trône. Freddy monta le premier pour vérifier s'il y avait des obstructions. Il redescendit en 90 secondes et leva un pouce. Ils grimpèrent un par un. Le puits était étroit et les barreaux étaient espacés pour des bras plus courts que ceux des Vorquets, ce qui signifiait qu'ils avaient été placés là pour des machines de maintenance ou peut être une conception plus ancienne qui précédait l'équipage actuel. Quoi qu'il en soit, ils supportaient le poids et c'était tout ce qui comptait. En haut, l'espace de rampement s'ouvrait légèrement. Ils pouvaient se déplacer à 4 pattes, sans difficulté. Au-dessus d'eux, à travers le revêtement de sol, ils entendirent quelque chose que personne d'entre eux n'avait entendu depuis leur entrée dans le vaisseau. Une voix. Une seule voix, profonde et lente, parlant en longues phrases roulantes, qui se déplaçait comme quelque chose de lourd poussé en côte. Petra se glissa à côté de Ray et approcha son oreille du panneau de sol. Elle écouta pendant près d'1 minute. Son expression ne changea pas beaucoup, mais Ray avait travaillé avec elle assez longtemps pour lire les petits signaux, le léger serrement autour de ses yeux, la façon dont sa mâchoire se crispa. Il toucha légèrement son bras. Elle se tourna et lui murmura les mots avec soin. Il donne l'ordre. Le brûlage commence dans 9 heures. Les villes de l'Est d'abord. Ray regarda le compte à rebours sur son unité de poignée. Ils étaient à l'intérieur du vaisseau depuis 53 minutes. Ils avaient utilisé la majeure partie de leur marge de manœuvre. Il regarda Freddy et pointa vers le haut. Freddy se déplaça vers le panneau de sol le plus proche et passa ses doigts le long des bords, trouvant la jointure, vérifiant le type de fixation. Il fouilla dans son gilet, sélectionna un outil et travailla en silence. Il y alla lentement, car aller vite faisait du bruit. 30 secondes. Le panneau bougea, juste un peu, pas assez pour être vu d'en haut, mais assez pour dire à Freddy ce qu'il devait savoir. Il regarda Ray et leva 3 doigts, 3 fixations. Il montra l'outil. Ray hocha la tête. 1 minute et 40 secondes plus tard, le panneau était libre. Freddy le descendit dans l'espace de rampement centimètre par centimètre, supportant tout le poids lui-même. Plutôt que de le laisser gratter ou cogner, il le posa à plat sur le sol à côté de lui sans un bruit. Ray monta le premier. Il sortit par le sol dans la salle du trône du roi Jarrick III de l'Empire Vorey. C'était un grand espace. Le plafond était haut et les murs étaient sombres et couverts de marques qui se situaient quelque part entre l'écriture et la décoration, sculptées profondément dans le métal. Au fond, il y avait une plateforme surélevée, et sur cette plateforme se tenait le roi. Yarich était tout ce que le dossier avait décrit et plus encore.
près de 3 mètres de haut, armé d'une plaque sombre qui le couvrait de l'épaule à la cheville, avec une couronne qui reposait lourdement et anguleusement sur sa tête. Il se tenait le dos tourné à la pièce, face à une projection massive de la Terre qui flottait dans l'air devant lui. Il parlait dans un appareil de communication à son poignet, donnant des coordonnées, donnant des horaires, marquant quelle ville irait en premier. Sur les bords de la pièce, 4 gardes se tenaient à leur poste. Ils faisaient face vers l'extérieur, vers les portes principales, pas vers l'intérieur, pas vers le sol. Personne ne gardait le sol car personne n'était jamais venu par le sol. Ray monta lentement, restant bas, utilisant l'ombre à la base de la plateforme. Calvin monta derrière lui, puis Lena, puis Derek avec les bonbonnes de sédation déjà en main, puis Petra, puis Freddy en dernier, remettant le panneau en place sous lui par pure habitude. Petra écouta pendant 10 secondes la transmission du roi et toucha ensuite 2 fois le bras de Ray. Il a presque fini. Il se retournera quand il aura terminé l'appel. Ray regarda Derek. Derek leva la bonbonne. Sa main était complètement stable. Ray compta silencieusement. 3, 2, 1. Ils bougèrent. Cela prit 4 secondes. Plus tard, Ray penserait que 4 secondes étaient presque trop longues. Que quelqu'un aurait pu crier ou tirer ou faire quelque chose qui aurait tout changé. Mais les gardes faisaient face dans la mauvaise direction et le roi terminait sa phrase et les 6 humains traversèrent le sol de la salle du trône comme des ombres que la pièce n'avait pas encore appris à rechercher. Derek pressa la bonbonne contre la base du cou de Jake, à la jonction entre les plaques d'armure où la peau était exposée. Le roi se retourna. Ses yeux trouvèrent le visage de Ray. Son expression était quelque chose que Ray avait déjà vu chez des personnes puissantes au moment où elles comprenaient que ce qui leur arrivait était réel. Ce n'était pas de la peur exactement. C'était l'effondrement soudain et complet de l'hypothèse qu'ils étaient en sécurité. Sharak ouvrit la bouche. La sédation le frappa avant que le son ne sorte. Lourd et lent comme un grand arbre qui a finalement abandonné sa lutte contre la gravité. Calvin et Ray attrapèrent son haut du corps. Derek et Freddy prirent ses jambes. Il était énormément lourd. Tous les 4 le sentirent. La couronne tomba de sa tête alors qu'il tombait et heurtait le sol avec un son de cloche. L'un des gardes se retourna au bruit. Petra se dirigeait déjà vers le garde, main levée, parlant doucement en voreille. Ce qu'elle dit plus tard se traduisit approximativement par « Le roi se repose. Vous n'êtes pas nécessaire ici. Retournez à votre poste. » Elle le dit d'un ton plat et autoritaire, comme quelqu'un qui donne un ordre déjà décidé. Elle le dit sans hésitation et sans peur. Les gardes la fixèrent un long moment. Puis, il regarda les autres gardes. Puis, lentement, il se retourna à son poste. Freddy ramassa la couronne du sol et la posa soigneusement sur la marche de la plateforme. Puis il rejoignit les autres. Ray regarda le roi allongé immobile et énorme sur le sol de sa propre salle du trône. Puis il pointa du doigt le panneau de sol. Ils avaient un long chemin à parcourir pour transporter un roi très lourd. Ils commencèrent à bouger. Transporter un roi inconscient par les tunnels de maintenance de son propre vaisseau de guerre n'était pas un processus digne pour quiconque était impliqué. Zarik pesait entre 160 et 180 kg, et c'était avant l'armure. L'armure en ajoutait plus. Ray n'avait pas demandé un chiffre exact car le chiffre exact n'aurait pas changé le plan. Et parfois, le plan était mieux servi en ne sachant pas tout à l'avance. Ils utilisèrent une sangle de transport du kit de Derek, passée sous les bras du roi et sur les épaules de Calvin et Ray. Ses jambes traînaient derrière, sa tête ballottait. La couronne avait disparu, laissée sur la marche de la plateforme, et sans elle, il ressemblait d'une manière ou d'une autre moins à un roi et plus à un très gros problème très lourd à résoudre. La première section du tunnel fut la plus difficile. Le plafond était bas, et les épaules blindées du roi raclaient les murs des 2 côtés. Peu importe comment il l'anglait, il bougeait par courtes rafales. Quelques mètres, arrêt, ajustement, mouvement à nouveau, la sueur vint rapidement. Personne ne se plaignit. Il n'y avait pas assez d'air pour se plaindre. Freddy alla devant pour vérifier l'itinéraire. Lena surveillait le scanner. Petra gardait ses oreilles sur les sons au-delà des murs, suivant les schémas de patrouille, appelant des arrêts silencieux lorsque quelque chose se déplaçait trop près. Derek surveillait les signes vitaux du roi sur un petit moniteur clipsé à la sangle de transport, vérifiant le niveau de sédation, observant la montée et la descente lente et régulière de cet énorme torse. 20 minutes plus tard, quelque chose tourna mal. Ce ne fut pas dramatique. La version dramatique des choses qui tournent mal impliquait des sirènes, des soldats qui couraient et des lumières. C'était plus silencieux et, à certains égards, pire. Lena regarda son scanner, puis regarda Ray et dit d'une voix très basse « Il y a une équipe de maintenance devant nous.
2 d'entre eux se dirigent par ici. Ils sont dans le tunnel. Ray s'arrêta. Tout le monde s'arrêta. Il réfléchit vite. Revenir en arrière n'était pas une option avec le poids qu'il transportait. Aller sur le côté signifiait trouver une jonction qui pouvait ou non être sur la carte. Attendre signifiait que l'équipe de maintenance tomberait directement sur eux dans environ 3 minutes. Il regarda Freddy. Freddy se dirigeait déjà vers Lena, vers l'équipage qui approchait. Il ne prit pas d'armes. Il n'avait pas l'air tendu. Il bougeait comme il bougeait toujours, à l'aise et détendu. Comme une personne allant quelque part où elle avait tout à fait le droit d'être. Ray le regarda partir, puis se tourna vers les autres. Ils se pressèrent, ainsi que le roi, aussi à plat que possible, contre un mur. Dans la faible lumière bleue des câbles indicateurs, ce n'était pas un très bon endroit pour se cacher, mais c'était ce qu'ils avaient. Ils entendirent la voix de Freddy devant, parlant des sons qui n'étaient pas des mots, plutôt un bruit confiant. Le genre de son qu'une personne fait quand elle est occupée et légèrement agacée et n'a pas le temps pour ce que l'autre personne veut. Ce n'était pas du voreil, car Freddy ne parlait pas voreil. C'était quelque chose qui vivait dans l'espace entre les langues, dans le ton universel de quelqu'un qui appartient à l'endroit où il se trouve et apprécierait de ne pas être interrompu. Il y eut une pause, un son de l'équipe de maintenance, plus court et moins certain. Puis la voix de Freddy à nouveau, une fois de plus, toujours confiante, toujours légèrement impatiente. Une autre pause, puis le bruit de pas, s'éloignant dans la direction d'où venait l'équipe. Freddy revint 30 secondes plus tard, l'air exactement aussi détendu qu'au moment de son départ. Ray le fixa. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?»« 2. Rien qu'ils puissent comprendre, dit Freddy. Mais je l'ai dit comme si j'étais responsable de quelque chose d'important et qu'ils perdaient mon temps. Il reprit son bout de la sangle de transport. Les gens comprennent cela dans n'importe quelle langue. Ils continuèrent à bouger. Le puits vertical fut le pire. Descendre un roi sédatier de 160 kg dans un puits d'échelle était un problème qui n'avait pas de solution élégante. Ils ont rigué de la sangle de transport à travers 2 des barreaux en haut et l'ont descendu par incrément. Derek en bas, guidant ses jambes. Calvin en haut, contrôlant la sangle. Ray au milieu gérant l'angle pour que l'armure ne se bloque pas contre les parois du puits. Cela prit 18 minutes et laissa les bras de tout le monde brûlants et tremblants. En bas, Ray leur accorda 90 secondes de repos. Personne ne s'assit car s'asseoir rendait le lever plus difficile. Ils se tinrent debout, respirèrent, regardèrent le sol et ne parlèrent pas. Puis ils le relevèrent et continuèrent. Quand ils atteignirent enfin la trappe de service, et que Freddy l'ouvrit, et que le noir froid de l'espace ouvert entra, Ray sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, qui était restée bloquée depuis le moment où la capsule s'était attachée à la coque. Il ne s'était pas permis de le ressentir pendant qu'ils étaient à l'intérieur. À l'intérieur, ressentir des choses était un luxe. Dehors, c'était une autre affaire. La navette de récupération était exactement là où elle devait être, en mode furtif, maintenant sa position à 30 m de la coque. La pilote, une femme nommée Grace Ellison, qui pilotait des transports d'opérations clandestines depuis 9 ans, vit la trappe s'ouvrir et s'approcha pour combler l'écart sans qu'on le lui demande. On lui avait dit de s'attendre à un grand passager. On ne lui avait pas dit quelle taille. Quand ils chargèrent Jake par la trappe arrière de la navette, elle le regarda un instant, puis regarda Ray. « Est-il vivant ?» demanda-t-elle. « Très, dit Derek, vérifiant le moniteur. « Ok, dit Grace, et retourna au cockpit. Ils se détachèrent de la coque et s'éloignèrent du vaisseau en silence, en mode furtif comme ils étaient venus, prenant de la distance entre eux et la flotte avant que Grace n'amène les moteurs à pleine puissance et ne fonce vers l'atmosphère. Personne ne parla beaucoup sur le chemin de la descente. Il n'y avait rien à dire que le silence ne couvrait déjà. Le roi Jarak III de l'Empire Vorkay se réveilla dans une salle de conférence à Genève. C'était une pièce simple, une longue table, plusieurs chaises, des fenêtres qui donnaient sur un ciel gris du matin. Il n'y avait rien dans la pièce qui suggérait le pouvoir, la richesse ou toute tentative de l'impressionner. Il y avait un verre d'eau sur la table devant lui. Il y avait une femme assise en face de lui avec un bloc-notes, un stylo et une expression calme, sans être froide. Son nom était Carol Webb. Elle avait été dans des pièces comme celle-ci, face à des êtres comme celui-ci, pendant longtemps. Elle ne perdait pas de temps à prétendre que la situation n'était pas ce qu'elle était. Zarak regarda la pièce. Il regarda ses mains. Il regarda la fenêtre, puis Carol. Il resta silencieux pendant près d'une minute entière. Et Carol le laissa silencieux parce qu'elle comprenait qu'un être, qui venait de découvrir que le monde était différent de ce qu'il croyait, avait besoin de temps pour parvenir à la nouvelle version de celui-ci. « Vous êtes entré dans mon vaisseau », dit-il finalement. Son anglais était lent,
mais clair. Oui, dit Carole. Par le sol? Oui, il fut de nouveau silencieux. Alors vous auriez pu me tuer. Oui, dit Carole simplement. Nous avons choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Carole posa son stylo et croisa les mains sur la table. Parce que nous ne voulons pas vous détruire. Nous ne voulons pas de guerre. Nous n'avons jamais voulu de guerre. Nous voulions que vous compreniez une chose. C'est que lorsque nous décidons que quelque chose doit être fait, nous trouvons un moyen de le faire. Peu importe ce qui se dresse entre nous et la chose qui doit être faite. Elle fit une pause, puis nous offrons de l'eau. Zarak regarda le verre pendant un long moment. Dehors, le ciel s'éclaircissait. Le soleil se levait sur Genève comme il le faisait toujours, lentement et sûrement, de la même manière que chaque matin avant et chaque matin à venir. Le roi Voret tendit la main et prit le verre. Il but lentement. Il le reposa. Il regarda Carole pendant un long moment, et quelque chose dans son expression traversa plusieurs états, avant de se stabiliser dans un endroit plus calme et plus ouvert que celui où il avait commencé. « Dites-moi, dit-il, ce que votre peuple veut. » Carole prit son stylo, et ils commencèrent à parler. La flotte se retira de l'orbite terrestre 40, et 1 heure plus tard, aucune balle ne fut tirée, aucune ville ne brûla. L'accord qui fut signé 2 semaines plus tard n'utilisa pas le mot reddition, parce que Carole avait clairement indiqué, dès la première heure, que la reddition n'était pas ce vers quoi il travaillait. Ce vers quoi il travaillait était quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant entre leurs 2 peuples. Le mot sur lequel ils s'accordèrent fut la compréhension. Ray Dunard n'était pas présent à la signature. Il était dans un petit restaurant en Virginie, assis à une table d'angle, buvant un café qui avait refroidi, tout en regardant par la fenêtre sans but précis. Il ne regarda pas les informations. Il ne lut pas les déclarations officielles. Il savait déjà comment cela se terminerait. Freddie Grant regarda brièvement les informations sur son téléphone. Puis, il l'éteignit et le remit dans sa poche. Il avait une chose de la mission qu'il garda. Pas un trophée, pas un rapport, juste une seule photographie prise par la caméra du casque de Derek à l'intérieur du tunnel, montrant 6 personnes ordinaires, transportant quelque chose d'énorme à travers un espace sombre et étroit qui n'aurait pas dû être praticable. Il la garda dans son portefeuille. Il ne la montra jamais à personne. Il n'en eut jamais besoin. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être montrées pour être vraies. Les 40 vaisseaux étaient venus et les 40 vaisseaux étaient partis. Les villes étaient debout. Le soleil s'était levé sur Genève, comme toujours. C'était suffisant. C'était tout.